Donc là, tu vois, on est sur cette place qui est bondée, mais pas trop en réalité. Aujourd'hui, je trouve que ça va. Mais Alors, Paris, je marche c'est... beaucoup plus lentement. Ah, mais on va marcher lentement. Je me suis dit que t'allais... Je me suis dit, bon, elle veut faire un pas actif, on y va. Bienvenue dans Walkie Talkie, parce que je crois que c'est plus simple en marchant. On suit un chemin, on se perd un peu et on se dit beaucoup. Bonne écoute. Ok, Julia, bienvenue dans cet épisode de Walkie Talkie à mes côtés. Coucou Camille. Je suis trop content de te rencontrer. Je te présente en deux spi, mais on va vraiment parler ensuite de ce qui te caractérise, ce que tu fais, ce que tu es dans la vie. Avec plaisir. Mais tu es entrepreneuse dans les médias. Mais avant tout, on te connaît pour les nombreux podcasts que tu as créés et qui, selon moi, ont été des grands succès et qui m'ont beaucoup aussi inspiré à me lancer à mon tour. Merci Tu as commencé avec Élise et Julia, ensuite tu as eu un succès énorme avec Coming Out. Et maintenant, tu es en solo avec Conversation avant la fin du monde, que j'adore. Et moi, c'est vraiment le podcast qui m'a vraiment appris à te découvrir et à te connaître. Donc, je suis ravi de t'avoir ici. Et donc, je vais te laisser me dire où on se trouve et pourquoi tu as choisi cette balade aujourd'hui. Tout à fait. Déjà, merci. Cette présentation était adorable. Yes. Merci beaucoup. Que tu écoutes mes podcasts, ça me fait très très plaisir. Et que tu l'utilises comme inspiration, ça me fait d'autant plus plaisir parce que je travaille tellement énormément sur ce projet que je suis très contente que ça ait de la résonance. Écoute, on est où ? On est place des Vosges. Place On des peut la Vosges, montrer. qui est finalement la place, pour moi, qui est la plus belle place, le plus bel endroit de Paris. Yes. Ça parle de soi. En plus, aujourd'hui, il fait très beau, donc ça la met vraiment en valeur. C'est une architecture totalement symétrique. C'est ouf. C'est exceptionnel. Voilà. Et comme c'est vrai que j'habite à côté, j'ai réalisé un de mes rêves, c'était d'habiter à côté de la place des Vosges. Peut-être qu'un jour, j'habiterai place des Vosges. Ça, c'est un autre rêve que j'ai. Mais ça va venir. Voilà, peut-être. C'est sûr, tu es en chemin là, je crois. Je crois qu'il n'y a pas une place plus chère dans Paris. Mais voilà. Non, mais c'est bien, c'est ambitieux et j'aime ça. Tout à fait. Pour l'anecdote, ici, je ne sais plus quel exactement. C'est un des gros bâtiments. Mais c'était la demeure de Madame de Sévigné. Ben, regarde, c'est écrit juste là. Et ben voilà, tu Là. vois exactement, voilà, c'est celui-là. Et bon, bah voilà, et puis aussi, il y avait la maison de Victor Hugo sur cette place. Enfin voilà, c'est une place qui est emblématique, historique, incroyable. Trop cool. Et bientôt, ce sera Julia Layani, tu auras ta plaque. Bah attends, bien sûr. Ici, Après, il y a d'autres gars habiter. qui ont habité ici, genre DSK, tu vois ce que je veux dire? Bon, celui-là, on l'oublie. C'est hilarant. DSK qui était marié à Anne Sinclair, qui pour moi Yes. est une femme iconique. Ça, c'est vrai. Donc on Ouais. peut la citer aussi. Et on n'en parle habite en base que des trop peu. Je trouve. Exactement. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir ici qui t'a marqué, par exemple, sur cette place? Quelque chose que tu as vécu? En fait, moi, j'habitais pas à Paris quand j'étais adolescente. Jusqu'à mes 22 ans, j'habitais en Seine-Saint-Denis. Et pour moi, Paris, c'était mon rêve. C'était mon rêve d'habiter à Paris. C'était mon rêve d'habiter et faire mes études ici. Quand j'ai eu 13 ans, 14 ans, j'ai fait un peu la guerre à mes parents pour qu'ils acceptent que j'aille au lycée à Paris et que je puisse vivre la vie de parisienne. Voilà, j'avais vu le film LOL en fait de Lisa Azuelos et je m'étais dit, je veux cette vie-là, je veux la même vie qu'eux, etc. Je veux fréquenter ces gens qui fument des cigarettes roulées sur des bancs parisiens, etc. Et j'ai réussi. Et ensuite, j'ai été au lycée à Paris et on venait ici, place des Vosges, quand j'étais au lycée avec mes copains, pour fumer des joints après les cours. Et c'était des moments extraordinaires avec mes camarades de classe. Et voilà, c'est un souvenir d'adolescence que j'adore. Ouais, je Par crois contre, ne fumez pas, voilà, de joints. C'est très important, il faut le rappeler. Mais c'est vrai que dans mon adolescence, voilà, il se passe on passe par là parfois. Ouais. Et donc là, tu vois, on est sur cette place qui est bondée, mais pas trop en réalité. Aujourd'hui, je trouve que ça va. Mais Alors, Paris, je marche c'est... beaucoup plus lentement. Ah, mais on va marcher lentement. marche Je me beaucoup suis dit que je me suis dit, bon, elle veut faire un pas actif, on y va. Non mais je vois que tu es très en forme, tu as l'air d'être un mec très athlétique avec un... Déjà, Ouais. t'es magnifique, déjà je te le dis. Franchement, C'est très gentil, beau c'est gosse gentil, Camille. merci. Déjà en photo, j'étais agréablement surprise. Ouais. En vrai, c'est incroyable. Ok. Le résultat Bon, est je préfère dans ce super. sens-là. Parce que des fois, tu revois des gens, tu te dis, ah, en fait, pas ouf. Non, t'es au top, franchement t'es Mais fort. non, ouais, prenons une bonne petite marche tranquille. Voilà, tu vois. Demain, là, Paris, donc c'est une ville qui est méga busy, qui peut être parfois aussi un peu anxiogène à certains moments, parce qu'il se passe beaucoup de choses, les gens marchent vite, c'est peuplé, quoi.
Mais demain, je vide Paris, j'ai un pouvoir magique, je vide Paris. Mais je te mets que toi au milieu. Tu te retrouves toute seule une journée dans Paris. Tu fais quoi? Alors sache que c'est des questions que je me pose assez souvent. Je me prends un peu souvent pour Will Smith dans I Am a Legend. Genre, l'humanité a disparu et je suis le seul être humain encore vivant sur la planète. Donc c'est une question que je me pose. La question c'est quoi? C'est où est-ce que je vais ou qu'est-ce que je fais? Non, qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ah bah c'est très simple ce que je fais. Je vais dans le 16e arrondissement ou dans le 1er arrondissement. Je pète toutes les serrures des plus gros appartements de Paris. Je m'installe, je kiffe. Je trouve un appart où il y a un spa, tu vois, à l'intérieur. Ouais. Voilà, je me la kiffe. Après, je me sécurise quand même. Voilà, ma santé, l'alimentation, etc. Je fais un plein total énorme de nourriture que je vais voler dans les supermarchés. Voilà, tu vois, on s'installe. Mais ou alors, tu te mets bien. ou alors je pète les serrures de cette place-là. En vrai, et je trouve un bel on y endroit. revient, on y revient. Ouais, il y a moi. J'adore. Tu as fait un épisode récemment et je pense qu'en vrai, c'est certainement l'épisode que j'ai préféré sur Conversation avant la fin du monde. C'est ton épisode en solo. T'arrives, Putain, mais t'as ouais. mis ce canapé au milieu. Mais oui. Je crois que tu étais toute seule dans le Non, mais studio il en faut que plus. j'en refasse là. Mais c'est génial parce qu'en vrai, on avait Ouais. vraiment l'impression de rentrer dans ta tête. Mais Donc bien les sûr. gens qui passent par là et qui l'ont pas écouté, franchement, foncez-y. Putain, mais t'as raison. En fait, il faut que j'en fasse d'autres parce que déjà, c'est hyper cool à faire. Enfin, Ouais. moi, j'ai adoré le faire. Et en vrai, c'est cool. Ça fait vivre le truc. Et je crois que Ouais. je sentais que ça te faisait du bien de le Mais faire. grave. Franchement, Enfin, grave. et moi, je l'ai fait après pour mon podcast et j'ai trouvé ça hyper thérapeutique en Ouais. réalité. Et les retours sont très... Les retours que tu as quand tu parles en solo sont hyper précis parce que les gens Ouais. vraiment écoutent et sont dans l'épisode un peu plus que là où quand il y a un interlocuteur en face de toi et tout. Donc les épisodes en solo, bah, Léna Situation, elle fait des épisodes en solo que je trouve trop bien. C'est elle qui m'a donné un peu l'idée, l'inspiration de le faire. Et j'adore autant ces interviews que ces podcasts solo. Tu vois. Ouais. Et je trouve que dans les podcasts solo, tu relates encore plus à la personne. Tu te Ouais. dis, putain, en fait, elle aussi, elle sent ça. De Et ouf. parce qu'elle te le dit vraiment les yeux dans les yeux. Donc, du coup, des fois, ça fait du bien de retrouver l'intervieweur dans cette posture de non-interview, en fait, et Ouais, juste de grave. conversation avec Complètement. soi-même. Mais du coup, t'en es où de ta crise existentielle? Bah, en fait, je crois qu'on passe de crise existentielle en crise existentielle dans la vie. Yes. En fait, quand il y en a une qui chasse l'autre. Après, il y en a des plus agréables que d'autres. Il y en a des plus intenses. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais genre prise par beaucoup de questionnements. En fait, j'étais dans un moment, mais ça peut revenir, hein, j'étais dans un moment où je ne comprenais plus où était ma place et ce que je devais dire, ne pas dire, et les directions que je devais prendre professionnellement et même personnellement. Et en fait, je crois que le meilleur moyen de sortir d'une crise existentielle, c'est d'agir, c'est de faire des actions dans sa vie qui vont nous emmener dans d'autres situations, vers d'autres personnes, vers d'autres choix professionnels. Je crois qu'il faut toujours bouger, être en mouvement. Et là, c'est vrai que j'ai fait 2-3 actions dans ma vie qui m'ont fait faire un pas de côté. Et, je suis un peu sortie de cet état de... Voilà, Végétatif. Ouais, et puis de sans repère, etc. Ouais, Et là, ça va, là, je suis beaucoup plus cool. j'adore. Ouais. J'adore. Donc, c'est une Mais Julia je dis plus pas que- apaisée. Je dis pas que je suis Ouais. pas en crise existentielle, là. hein. Ouais, bien sûr. Mais une crise existentielle beaucoup plus chill. Ben, je pense que ça, après, c'est un peu le roller coaster habituel, quoi. Tu montes, tu descends, mais en Ouais. fait, il faut apprendre juste à surfer sur ce truc-là sans s'alarmer, tu vois. Exactement. Et de te dire que voilà, tu vas passer à l'action à certains Voilà, moments, et des et moments où tu vas te surtout, prendre dans la gueule se aussi. dire que rien n'est définitif, que tout peut changer, que la vie est en mouvement. Ouais. Et je crois qu'il faut suivre la vie qui est en mouvement et être en mouvement soi-même. J'adore. Tu vois, t'es pas bien avec ton mec, ta meuf, bah il faut agir. Ouais, Il qu'est-ce faut qu'on mettre des fait? choses On en place. parle, on met les choses en place, Exactement, bien sûr. tu Ouais, vois, ouais. tu te poses des questions sur ton orientation sexuelle, ton identité de genre, tu vois, bah vas-y, teste des trucs, tente Ouais. des choses. De toute façon, la peur, tout le monde a peur. Mm-mm. Tout le monde a peur dans la vie. Pour le taf, c'est pareil. T'as envie de faire de nouvelles choses, vas-y. Essaye, même si c'est pas très très bien ce que tu vas faire, on s'en fout. C'était Pierre Ninet qui avait dit ça dans une interview, j'avais adoré. Il avait dit, en fait, personne ne fait les choses à la perfection. Et pour commencer un projet, tu vas faire un truc qui est pas ouf, mais c'est pas grave parce que tu l'as déjà fait. Et quand tu vas le refaire, quand tu vas faire le numéro 2 de ce que tu as fait, ben tu vas améliorer les choses. Ouais, Et en l'expérience, fait, ça, vrai. c'est Ouais. exactement, c'est le temps et l'expérience qui font que au bout d'un moment, tu arrives à faire un truc vraiment bien dans lequel tu te sens bien et qui te ressemble. Mais c'est normal qu'au début, ce soit un peu Ouais, énorme, quoi. tu tâtonnes, tu y vas, tu
tu recules, tu repars, tu Ouais. tournes. Enfin, c'est un peu le tâtonnement. Et je pense qu'il faut être OK avec ça aussi, tu vois, à certains moments, Bien juste sûr. d'expérimenter. Et se dire que la peur, tout le monde a peur, que c'est normal. La seule différence entre les gens, c'est ceux qui vont aller en face de leur peur et un peu la combattre. Et il y a d'autres personnes qui vont jamais affronter leur peur. Et voilà. Et en fait, je pense que il faut sortir de sa zone de confort dans la vie et il faut essayer des choses. Je suis d'accord. Et justement, toi, là, je te sens bien installé, du coup, maintenant, notamment dans ton podcast. Parce que là, ça fait presque 2 ans déjà que tu t'es lancé en Ouais, solo. carrément. Bientôt 2 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait pas 2 ans, mais bientôt 2 ans. C'est ça, ça arrive. Je suis très date. Et non, mais c'est trop bien. J'avais checké la date, c'était avril C'était le 15 mai. 15 mai. c'est 15 ça. mai 2023. Trop bien. Ouais. J'adore. Et comment tu choisis tes invités, toi? Est-ce que tu sens que tes invités, tu les choisis avec le cœur ou pas? Ah bah complètement. Ouais. Vraiment, la ligne éditoriale de mon podcast, c'est moi en fait. C'est ce que j'aime, c'est ce que je pense. Je me fais vraiment plaisir dans le casting. J'essaye d'avoir, il y a des gens que je rêve d'avoir, que j'essaye d'avoir, etc. Mais Bien sûr. je trouve qu'il y a une continuité et il y a un sens Ouais. dans l'élaboration du casting. Alors comment on fait? Pendant 1 an et demi, c'était moi qui faisais la programmation, qui allait appeler les gens, les attachés de presse, les agents, etc. Les attachés de presse littéraires, machin. Et là, depuis peu, je me suis entourée de programmateurs. Le métier de programmateur, c'est un métier incroyable parce que c'est des gens qui connaissent beaucoup de gens, qui arrivent à trouver des solutions. En fait, c'est tout le temps de la négociation pour avoir les gens. Ouais, quoi. on va à la Tu vois, pêche et on y exactement. va et on essaie de... Mais ouais. On donc, démarche, quoi. C'est un c'est vrai ça. travail commercial en réalité. Tout à fait. Ouais. Et tu vois, parfois les gens disent non, mais tu leur dis, en fait, il va y avoir un tel qui va le faire. Ah, ok, vas-y, ouais, grave, je veux le faire et tout. Ouais, tu ça vois, donc, rassure. c'est des gens qui trouvent des solutions. Et c'est intéressant comme métier. Mais ouais, maintenant, je me suis entourée de programmateurs. J'en ai 2 maintenant avec qui je bosse. J'adore. Un qui est plus sur pop culture, télé-réalité, chansons, cinéma. Mhm. Et un autre qui est plus politique, journalisme, etc. Trop bien. Ouais. Et est-ce que tu sens qu'il y a, par exemple, un invité récemment ou pas d'ailleurs, hein, mais dans Conversation avant la fin du monde, avec lequel tu as vraiment cliqué? Tu t'es dit, ah là, il se passe un truc d'humain à humain émotionnellement. Franchement, je clique grave avec mes invités en général. Yes. Alors, il y en a où ça se passe mieux que d'autres, forcément. Bien sûr. Ouais, j'ai reçu récemment Amel Bent et je l'ai rencontré. Parenthèse, j'ai adoré. Ouais, franchement, trop bien. C'était un de mes épisodes préférés, je crois. C'était génial. Ouais, moi aussi, j'ai trop kiffé. Et Mhm. surtout, je l'ai rencontré ce jour-là. Je l'avais jamais rencontré, Amel. Ok, ouais. Genre, on se connaissait pas, tu vois. Ouais. Et comme la plupart de mes invités, en fait, je les connais pas et je les Bien rencontre sûr. sur le moment. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait une rencontre, en fait. Et cette meuf est tellement géniale, tellement inspirante. Et ouais, j'ai cliqué grave. Franchement, j'ai cliqué J'adore. grave. Après, là, je sais pas quand est-ce que tu vas sortir le podcast, mais là, on est parfaitement entre les 2 tours des municipales. Moi, je suis parisienne, donc c'est vrai que c'est Paris qui m'intéresse. Bien Et sûr. donc, j'ai fait un épisode avec Rachida Dati Mhm. récemment, qui a vachement marché. J'étais super contente. Non pas que je sois du côté de Rachida Dati ou du côté de Emmanuel Grégoire, c'est le 2e candidat à Paris, Yes. c'est celui qui arrive en tête, c'est le candidat de gauche. Mais je voulais avoir en tout cas des conversations avec les deux intéressantes sur qui ils sont, Paris, et ce qu'ils veulent faire de cette ville. Et franchement, j'ai kiffé. Ouais, je pense que tu as appris beaucoup de choses. Et du coup, nous, à Ouais. travers. Moi qui ne suis pas parisien, du coup, qui n'habite plus là, mais qui regarde ces interviews-là, je découvre vraiment 2 candidats, 2 personnalités et Ouais. 2 êtres humains aussi, parce que je crois que tu arrives vraiment à briser un peu cette barrière et vous retrouvez vraiment Julia et la personne en question. Et j'apprends des choses en fait. Et toi, c'est pareil. Donc je pense que c'est avant tout ce qui te nourrit aussi dans cette posture d'intervieweuse où en fait tu te nourris aussi personnellement. complètement. Et ça, c'est là- génial. Là, j'ai tellement aimé faire ces 2 candidats. Donc, c'était des interviews très intimes de candidats de politique. Mm. Et je crois que j'aime bien faire les politiques. Ouais. Et donc, je crois que j'ai débloqué un petit truc là dans mon... Bien sûr, ouais. Et moi, je me suis dit, elle a débloqué ce truc de... tu as réussi à aller au-delà. Parce qu'en fait, ils auraient pu rester dans leurs éléments de langage, Grave. etc. Bien sûr. Mais toi, tu as arrivé, Flemme, les t'es arrivé éléments à de avoir des langage. larmes, etc. Et quand je me suis... Ah En fait, je me suis mis là dans ta posture, je me suis dit, là, elle doit être contente. Tu vois? Non. Non, en vrai, quand quelqu'un est ému en face de moi, Ouais. je pense pas à direct... Ouais, mais tu vois. te dis, là, j'ai connecté d'humain à humain. Ah bah non, mais de Tu toute vois façon, quand tu arrives à émouvoir
par tes questions la personne en face de toi, c'est clair que c'est une interview réussie parce que ça veut dire que l'interlocuteur en face, il est relâché, il est en confiance. Mais carrément. Moi, tu vois, et je vais te dire, après Rachida Dati, il y a une journaliste du Nouvel Observateur qui m'a contactée pour faire un article sur le podcast. Et bon, eux, ils sont anti-Dati parce que Dati, c'est une candidate de droite, etc. Donc, ils m'ont un peu défoncé, mais c'est toujours intéressant de savoir quels sont les arguments des gens. Bien sûr. Et tu vois, ouais. ils me disaient, ils me reprochaient mon extrême bienveillance. Tu vois, parce que ça voulait dire connivence, ça voulait dire, tu vois, un peu, comment dirais-je, aller dans son sens, etc. Alliance, etc. Moi, bien sûr, ce que je fais, c'est, et d'ailleurs, j'ai eu le même comportement avec Dati qu'avec Emmanuel Grégoire, le candidat du Parti Socialiste. Déjà parce que j'aime les humains dans la vie en général et que je pense que, en fait, pour avoir une bonne conversation et une conversation vraiment sincère, il faut que la personne en face soit en confiance. Si tu commences à la mettre en difficulté, etc., elle va jamais te livrer, elle va jamais te donner en fait qui elle est, vraiment. C'est des animaux sauvages en fait, les politiques. Hein. Du coup, toi, tu es obligé de connecter sauvages. humainement en fait. Exactement. Et tu vois, bon. Et donc, moi, je les mets à l'aise. C'est le concept du podcast et c'est la raison pour laquelle ils me donnent des choses qu'ils ne donnent pas ailleurs en fait. Bien sûr. Et le blanc en interview, et notamment avec des gens comme ça te fait peur? Alors moi, je suis très bonne en pas de blanc. Pas de blanc. Ouais. Je suis très bonne en pas de blanc parce que d'abord, je pense qu'un bon intervieweur, en fait, en tout cas, ce qui est génial avec l'interview, en tout cas, je pense que tu connais ça, c'est que plus tu en fais, plus tu progresses. Et ça, c'est génial. En fait, tu progresses sans cesse. C'est exponentiel. Et c'est incroyable. Ouais. Et en fait, moi, mes peurs, c'est quoi? C'est le blanc. Évidemment, un intervieweur, il a peur du blanc, puisque c'est normal, c'est sa plus grosse peur. Moi, je sais tout le temps quelle prochaine question je vais poser. Donc, j'ai toujours ma question après, tu vois, qui est dans ma tête, la question d'après. Et si je dois rebondir sur un truc que la personne est en train de dire, en fait, je sais que je vais rebondir sur ça. Dans ton mais cerveau, j'ai toujours la question d'après, tu vois. Et c'est ça qui permet de ne pas avoir de blanc. Et en fait, l'intervieweur, il peut poser une question qui n'a rien à voir après une réponse de l'interviewé. Et ça passe, tu vois, c'est OK. Bien sûr, ça suit un fil. Et on s'en fout des transitions en réalité. Bien sûr, ouais, complètement. Oui, on n'est pas sur un plateau de JT à annoncer des sujets ou je ne sais quoi. Exactement, la personne est là de toute façon pour répondre à tes questions. Ouais. Donc, tu vois, voilà. Moi, en termes d'ambition, justement, on en parlait tout à l'heure, de vivre des rêves, d'habiter dans Paris, dans des places magnifiques, etc. Moi, ce que je vois de toi sur ton podcast et comment tu communiques et tout, je vois quelqu'un qui a les crocs, clairement, et une ambition qui est bien présente. Et moi, ça me fait du bien de voir des entrepreneurs comme ça qui se lancent dans le podcast, etc. Et dans ce monde-là, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui réussissent et qui ne s'engagent pas et qui sont fiers aussi d'eux-mêmes à certains moments. Mais ta plus grande ambition juste pour Conversation avant la fin du monde, c'est quoi? Alors déjà, ma plus grosse ambition, c'est Conversation avant la fin du monde. Bien sûr, ça l'est déjà. Mais complètement. En fait, c'est pas un projet comme ça que je fais sur le côté. Ouais. C'est ma plus grosse ambition. J'adore. Moi, je suis très inspirée par les podcasteurs aux États-Unis. Et en fait, dans le monde entier, parce que récemment, il y a eu une interview d'un podcasteur incroyable indien de Emmanuel Macron. Je sais pas si tu as vu. J'ai vu. Ils ont un extrait où ils ont mis les lunettes d'Emmanuel Macron, ils ont dit for sure et tout. C'était trop drôle. En fait, tu vois, des gens comme ça m'inspirent énormément aussi. Donc, dans le monde entier. Et on va pas se mentir, le podcast, c'est l'avenir des médias. Ça, c'est un truc, je suis persuadée de ça. Ouais. Demain, la nouvelle Léa Salamé, le nouveau Yann Barthès viendra des podcasts. C'est une évidence. Il sera indépendant. Il ne dépendra d'aucun groupe privé de médias s'il n'a pas fait de rachat ou d'association, etc. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc, je pense que l'avenir des médias, ça viendra du podcast. Ça viendra de citoyens qui prennent la parole et qui veulent aller à la rencontre en fait, des autres citoyens de ce pays et avoir des conversations longues pour rentrer en profondeur dans les sujets. Et moi, je suis très inspirée par Alex Cooper qui a un podcast qui s'appelle Call Her Daddy. Elle est incroyable. Qui, en fait, je sais pas, c'est un modèle entrepreneurial de ouf. La meuf, elle a revendu 2 fois 5 ans de droits de son podcast, des millions. Quand je te dis que le premier contrat qu'elle a, un des premiers contrats qu'elle a signé à la revente de ses droits, c'est-à-dire que pendant 5 ans, c'est Spotify qui a l'exclusivité de ton podcast, imaginons. Elle a fait ça. Elle a vendu 50 droits, 60 millions de dollars.
Oh waouh. Et 5 ans après, elle a revendu 50 droits, 200 millions de dollars Ouais, j'avais vu le à un 60. autre network américain. Enfin, incroyable. juste, Ouais. c'est-à-dire que la meuf va peser bientôt 500 millions de dollars. Elle est podcasteuse, juste. Oui, et elle a 30 ans, 35 peut-être, même exactement. pas. Enfin, tu vois, ouais. C'est ouf. Oui, Alors, et puis ouais. là, on parle d'argent, mais je peux parler aussi de l'aspect parce que ça reste un projet entrepreneurial aussi, un Bien podcast. sûr, tu ouais, vois. elle s'est lancée. Et plus, en fait, c'est vrai que plus économiquement on est fort, plus on arrive à faire des concepts forts, d'avoir des gens et des équipes qui permettent d'avoir des conversations de plus en plus de haut vol. Donc l'argent, c'est assez important dans le podcast. Après, dans il ne la faut pas production, évidemment de manière générale, se plier à quoi que ce soit. Il faut toujours rester indépendant, moi je pense. Voilà. Ça, c'est, Oui, il faut faire ses choix aussi stratégiques, mais aussi personnels dans cette tout aventure-là, à fait, je pense. parce qu'en fait, aujourd'hui, les médias souffrent quand même énormément. Et là, on le voit, il y a une commission d'enquête quand même en France qui eh bien, interroge l'audiovisuel public. Moi, je suis une fervente... je suis absolument pour l'audiovisuel public dans ce pays. C'est un joyau C'est une français richesse, qu'on bien a. sûr. Et d'ailleurs, je trouve que l'audiovisuel français en général, c'est un des plus puissants du monde. Quand on voit nos créateurs YouTube à nous, Léna Situation, toute la team de ses amis, les Bilal Hassani, Sullivan Goued, Sundy Jules, les autres, les énormes, les Amixem, les Joyka, les Squeezie. Mais en fait, on ne se rend pas compte. On a une création en France Une créativité qui est incroyable. mais qui est impressionnante. Et c'est surtout une jeunesse comme la surtout, France. parce qu'il faut rappeler que ces gens-là, ils ont entre 20 et 30 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Exactement. Et ça, c'est incroyable. Ce que Léna, elle arrive à faire aujourd'hui, là, je crois que c'était avant-hier, la présentation des Oscars. Les Oscars, ouais. C'est Oui, fou. et l'influence ensuite que tu peux insuffler aussi dans le monde de super bonne manière, Complètement. c'est très inspirant. Les Oscars ont été présentés en France par Kian Kojandi, Augustin Trapenard et Léna Situation. Enfin, le trio le plus iconique français. Enfin, on se rend pas compte du talent de ces gens. Pour moi, c'est des inspirations de tous les jours. Je suis d'accord. Et en termes d'édito, on va dire, c'est vraiment, avec Conversation avant la fin du monde, c'est d'avoir des conversations sur les discours intimes et politiques de notre société. C'est qu'est-ce qu'on a dans les tripes, où est-ce qu'on en est dans la société. Voilà, parlons de ça, parlons-nous en fait, et surtout ne rompons aucun dialogue. Et en fait, je parle énormément. Non mais vas-y, envoie. Moi, je suis là, je suis là pour ça. C'est vrai qu'avec ces interviews politiques que j'ai fait pour les municipales, je me suis dit, en fait, Julia, il faut même que tu arrives à un niveau, à un moment, où tu puisses discuter avec quelqu'un avec qui tu n'es pas d'accord. Ça, c'est ta force. Ça, ce serait vraiment génial que j'arrive à atteindre un niveau d'intervieweur, d'intervieweuse, de me dire, tu vas recevoir des gens avec qui tu n'es pas du tout d'accord. Et je pense que pour 2027, ça va être un gros enjeu pour le podcast de, effectivement, faire des interviews politiques avec tout le monde. Ouais, et je trouve que en fait, on attend dans un monde qui devient aussi... Quand je vous ai dit que les jeunes venaient fumer des joints en place des Vosges. Mais on y est, ils sont là. C'est ça, c'est eux en fait. On se fait envahir. Ils sont faits les jeunes, place des Vosges. C'est des frères. Mais je trouve que c'est ça, en fait, dans un monde qui se politise aussi, mais qui se polarise, c'est important qu'il y ait des acteurs comme toi au milieu de tout ça et qui disent, en fait, moi, je vais donner la parole à tout le monde et moi, je vais m'intéresser aussi à ce que font les gens, à ce qu'ils ont à proposer, ce qui nous rassemble, mais ce qui nous différencie aussi. Et ça, je pense que c'est ta force qui t'a été reprochée à certains moments et tu le sais bien avant mais moi. parce qu'en fait, ce qui m'a été reproché, c'était donc en 2022, c'était pendant les présidentielles. On a reçu avec mon ex-associé mon ex-duo créatif, tous les candidats à la présidentielle 2022 sur les sujets LGBT et féministes, ok ? Yes. Et on nous a beaucoup reproché d'avoir invité Zemmour, d'avoir invité Mélenchon pour certains, mais en fait on avait invité tous les candidats bien sûr. et en fait c'était vraiment les mêmes questions pour chacun des candidats. C'est ça qui est ouf. Donc moi je pense que en fait quand on voit l'évolution du podcast aux États-Unis et des leaders d'opinion, aux États-Unis il y a quand même un problème, c'est que les plus gros leaders d'opinion, c'est genre Joe Rogan qui est le plus gros podcasteur américain, qui est un mec ultra conservateur, extrêmement pro-Trump, et tout ce qui va avec. Et je pense qu'en France, on est quand même le pays des Lumières, il faut des garde-fous. Et je pense que, sans prétention aucune, je peux être un bon garde-fou à d'autres créateurs qui peuvent être beaucoup plus conservateurs. Oui, et qui vont du coup aller encore plus dans ces extrêmes-là. Tu vois, moi, je n'irai jamais trahir
bah, les gens, quoi. Enfin, tu vois, je me soumettrai jamais à des politiques, des trucs. J'essaierai toujours d'être la plus objective possible et la Ouais. plus neutre. Après, ma typologie, c'est-à-dire une femme qui habite à Paris, une femme queer, bon, on peut me situer, tu Bien vois, sûr, ouais, politiquement, carrément, mais carrément. j'essaierai toujours d'être la plus objective possible et je pense que je peux être un bon garde-fou, en tout cas, pour des interviews politiques, ouais. Ouais, j'aime cette posture et j'aime cette. On parlait d'ambition et avoir cette ambition-là, de représenter ça aujourd'hui dans les médias français, je crois que c'est important et ça a vraiment un rôle pour nous Ouais. aussi, auditeurs. Bien sûr. Mais toi, le succès de manière générale, parce que moi, ton histoire, ça représente un réel succès. Comment toi, tu le vis de l'intérieur? Recevoir des politiques, des stars. Toi, tu le vis comment? Bah, déjà, moi, je suis quelqu'un qui vraiment ne vient pas de ce milieu-là de base. Mes parents, ils n'avaient pas de contact dans les médias, dans le cinéma ou quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, j'habitais dans Seine-Saint-Denis. Franchement, c'était un monde que je rêvais d'approcher. Les strass, les paillettes, les stars, les gens qui ont de l'influence, etc. Et au fur et à mesure de ma vie et des projets médiatiques que j'ai mis en place, j'ai pu les approcher. Et en fait, c'est marrant, mais quand j'étais jeune, j'étais super impressionnée quand je voyais quelqu'un qui avait beaucoup d'influence, etc., qui soit artiste ou autre. Bien sûr. Là, aujourd'hui, bon, après, j'ai 32 ans, etc., j'ai une On certaine grandit, expérience. on grandit. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun filtre de rien pour moi. Enfin, ça peut être Emmanuel Macron devant moi. Je vais lui parler exactement comme à toi. Enfin, Bien sûr. tu vois, c'est genre à des gens. Tout le monde est normal en fait. Tout le monde a 24 heures dans sa journée, que ce soit Beyoncé ou la personne qui est là, qui est en train de bronzer Place des Ouais. Vosges. Enfin, je veux dire. Mais je suis d'accord avec ça. Tu vois, j'en parlais avec mon mec tout à l'heure en venant ici, où il me dit t'es impressionné de rencontrer Julia et tout? Non, mais, Et en fait, je dis non. non, mais pas Mais du non, tout. mais oui, pour moi, tu vois, tu représentes quand même quelqu'un qui a de l'influence et qui aussi un exemple de succès, etc. Tu vois. Et il me demande si je suis impressionné. Et en fait, ma réponse, elle est simple et claire, c'est non. Bien sûr. Mais bien parce sûr. qu'en fait, je sais que je vais connecter d'humain à humain et Bah qu'en ouais. fait, Et c'est ça qui je est sais génial pas, en avec le fait, podcast. tu pourrais, en fait, je t'adore et j'adore ce que tu fais, mais en même temps, j'ai pas ce truc de putain, le stress, je vais la rencontrer, comment je vais faire et tout. Enfin, je sais pas, j'ai Mais pour bien ça d'avoir sûr. dépassé ça aussi dans mon Bah esprit, ouais, tu vois. mais carrément. Et je trouve que Mais ça c'est fait en la le force des faisant que podcasts. tu dépasses ça. Ouais, C'est en allant Ouais, vers ouais. des gens, en rencontrant les gens, que tu dépasses ça. Au bout d'un moment, ça y est, ça, comment dirais-je, ça te fait plus rien. Mais comment je le vis? Bah, en vrai, pour moi, je suis à 1% là. Ouais. Tu vois ou pas? Genre, ce que je Ouais. veux, c'est the world. Genre, Ouais, mais tu vois. j'adore parce qu'en fait, t'as l'envie de réussir à bloc et c'est. Bah ouais. Enfin, je sais pas, je trouve que ça donne un super bon message. Et en plus, maintenant que tu es en solo, parce que je le rappelle, donc il y a eu l'aventure coming out avec ton ex-associé. Ouais. Et après, tu fais ce virage en solo. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'avais un vrai besoin dans ma vie de me recentrer sur mon individualité, on va dire. Ouais. Le duo, c'est hyper intéressant. Hmm, C'est très nourrissant. Surtout au début, c'est quand porteur. on est jeune. C'est génial le duo parce que, en fait, à deux, t'es plus fort. Quand t'es jeune, et surtout, bon, nous, on est des femmes, donc voilà. Quand t'es une jeune femme, quand t'es deux, t'arrives à vraiment aller plus loin que seule. Ça, j'en suis... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était mon modèle à moi. Bien sûr. Après, tu as d'autres exemples, hein, tu vois. Mm, mm. Tu as des meufs qui déchirent tout en solo et tout, et c'est génial. Mais c'est vrai que moi, mon modèle, c'était ça. Et puis, en plus, on avait une telle amitié, une telle complicité que découvrir ce monde-là aussi, le monde des médias, des Oui, politiques, tu vis aussi d'influence et tout, l'excitation c'est aussi des barres ensemble. de rire, en fait, Ouais, tu ouais. vois. Genre, on arrivait dans une soirée, on scannait toute la soirée et on disait, OK, faut parler à lui, faut parler, nanana. On faisait notre Oui, truc tu et vis tout. cette ambition C'était- aussi tu à vois, deux. c'était- Ouais, c'est génial. Exactement, c'était un ping-pong intellectuel et gaulerie permanent, en fait, tu vois. Et Et- c'était génial, en vrai. Mais J'adore. c'est vrai que j'ai eu 30 ans. Et après, je me suis dit, bon, en fait, peut-être qu'elle veut pas non plus aller dans la même direction que toi. Tu vois, et toi, t'as pas forcément envie d'aller aussi dans la même direction qu'elle. Donc, en vrai, t'as besoin de te tester toi-même aussi de ce que tu veux seul. Ouais. Il y avait un truc aussi là-dedans. Oui, tu avais Et, fait tes armes, mais je pense, comme tu dis, à un moment, tu as un besoin d'indépendance, de voir Ouais. ce que ça fait d'être seul, d'autres envies aussi. Exactement, tu vois. Et le duo,
c'est le duo créatif. Moi, j'aimerais trop rencontrer Eric et Ramzy un jour dans ma vie pour leur Ouais. poser Mais tellement oui, il y de a tellement de questions sur le questions. duo, mais genre Ou Omar et Fred, tu vois, des duos qui ont été exactement, genre, iconiques bah comme ouais, ça. genre, est-ce que vous êtes embrouillés? Ah. Est-ce que, Ouais. tu vois, genre, il y a Je suis trop de d'accord. questions à Je poser suis en fait. d'accord. Et le duo, ça peut être, enfin, ça a autant d'avantages que d'inconvénients. Je dirais que moi, ça m'a forgé, ça m'a formé. J'ai beaucoup de gratitude envers le duo que j'ai eu. On a fait tellement de trucs hilarants. Ouais. Et à la fois Et tellement iconique, de et repousser iconique, nos limites. On a bien quand même sûr. produit toutes les deux un film publicitaire pour la marque Bulgari, pour LVMH, enfin, avec Adèle Exarchopoulos, François Civil, Tina Kunake, Lena Situation. Enfin, c'était incroyable. On a fait des trucs de ouf, tu vois. Le podcast Coming Out, on est resté je crois que c'était 1 an ou 1 an et demi premier des classements Spotify. Enfin, et puis Fresh, c'est monté à 2 millions d'abonnés. Franchement, et puis plein d'autres trucs. Et Ouais, voilà. où ouais, t'as eu vraiment, je pense, l'envolée, tu l'as eu avec, Bah ouais, bah bien avec sûr. Élise, Ah bah et ça, c'est sûr. c'est cool. Ça, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de recréer des projets aussi, tu vois. Oui, de se rester recréer ouvert à des l'autre. choses Ouais, bien sûr. Ouais, et complètement. de se recréer des opportunités, de se réinventer. Mm, mm. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phase aussi de transition, même si elle a été assez difficile aussi, parce que quand tu te réinventes, faut que tu choisisses la direction, etc. Ça fait mal quand ça s'arrête ou pas? Oui, ça fait mal, bien évidemment. Ça fait mal parce qu'il peut y avoir des frustrations aussi d'un côté, de l'autre. Donc, une rupture professionnelle, c'est comme une rupture amoureuse. Mhm, C'est la même chose en fait. C'est comme un divorce. carrément. D'ailleurs, quand tu signes un pacte d'associés, Mhm. en fait, tu prépares pas l'association, tu prépares le divorce dans un pacte Bien sûr, d'associés. ouais, que si Tu vois ça se passe mal ou si ça s'arrête, tout simplement, Exactement. comment on fait, quoi. Tout à fait. Mhm. Bien sûr, c'est douloureux. Toutes les ruptures sont douloureuses. Après, je crois que les ruptures sont aussi nécessaires au bon développement de chacun. Et moi, en tout cas, j'ai eu des ruptures dans ma vie. Ouais. Et Oui, puis on voit que tu as bien rebondi aussi derrière. elles m'ont Tu vois, apporté tout, en fait. Ouais. Et donc, c'est important d'avoir le courage de rompre. Hmm, Et d'être celui qui part, c'est pas évident comme position, carrément pas, carrément pas. mais faut le faire parfois. Et elle, en tant que personne, elle te manque aussi? Bien sûr qu'elle me Ouais. manque, bah, évidemment. Ouais. C'est quand on a autant vécu de moments d'intimité, de complicité avec quelqu'un, évidemment, bien sûr. Bien sûr, ouais. Oui, Après, puis il y a ce truc de temporalité, en fait, où du jour au lendemain, Ouais. ben, boum, il y a un début, il y a une mais fin, c'est comme tu une vois. rupture amoureuse. Ouais, Tu c'est as déjà ça. vécu une rupture Ouais, amoureuse carrément. compliquée, bah, c'est Et la là, même chose. ton monde devient vide. Bien Il faut sûr. se recréer ses repères, quoi. L'amour, c'est une forme de communication avec Mhm. l'autre, mais le professionnel, c'est aussi une forme de communication avec l'autre. Ouais. Tu vois, tu as des couples qui ont enfin, tu as des couples, je veux dire, professionnels qui ont une connexion intellectuelle qui est telle que c'est au même niveau que ta relation amoureuse, Ouais. quoi. Et moi, j'avais besoin effectivement voilà, de faire un peu le tri, de reprendre un peu tout à zéro et Et tu l'as fait brillamment. je l'ai Ouais. fait. Et en fait, tu peux avoir un espèce de feedback sur ta propre vie, voilà, 2 ans plus tard. Voilà, là, ça fait C'est 2 ça. ans, un peu plus de 2 ans. Et je suis heureuse. Trop cool. Je suis Ouais. heureuse aujourd'hui de ce que j'ai commencé à faire, parce Mhm. qu'encore une fois, je pense être à 1%. Ouais. Mais non, je suis très heureuse et je vois en fait là où ça va. Ouais. Là, ça y est, là, je commence à comprendre où ça va, les directions que j'ai prises, les décisions. Oui, c'est ça. Dans cette Ouais. recréation de monde, je pense que. Après, voilà, tu connais les chemins qui s'offrent à toi, tu les construis aussi au quotidien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la phase où justement ça s'arrête. Donc là, tu as ce monde professionnel, amical qui s'arrête pour toi. Est-ce qu'il y a la peur de tomber dans l'oubli à un moment donné? Bah, de ouf, Ouais. bien sûr. C'est d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je ressors un podcast. Alors, pas tout de suite, j'ai attendu quelques mois parce que déjà, j'ai voyagé, j'ai fait plein de trucs et tout. Et ensuite, quelques mois plus tard, je relance ce podcast. Et le podcast, en fait, c'est toutes les semaines. Tu vois, bon, moi, j'ai un rythme d'un épisode par semaine. Donc, en fait, tu dois délivrer. Et je pense qu'il y a de ça inconsciemment. Il y a ce truc de est-ce que je vais retomber un peu dans l'oubli? Et à la fois, ma notoriété, entre guillemets, de l'époque, c'est genre vraiment une toute petite notoriété. C'est-à-dire que les gens qui me connaissent aiment ce que je fais, mais les gens ne savent pas tellement qui je suis dans le monde mainstream et grand public. Bien sûr. Donc, en réalité, j'avais quand même tout à refaire et tout à faire, en fait. Et ça, c'est un super challenge. Donc, inconsciemment, c'est clair qu'il y avait ce truc de il faut que je me relance, il faut que je sois visible, etc. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose
Oui, puis tu as aussi envie de rester sur le monde que tu as construit aussi, sur cette mini notoriété-là, comme tu l'appelles, et de continuer à keep up en fait. Exactement, exactement. Et là, ça part bien. Et je touche plus de... Enfin, je sais pas si je touche plus de monde aujourd'hui, mais de toute façon, mon nombre d'abonnés grimpe. Donc, je me dis, il y a plus de gens qui connaissent le podcast, qui connaissent le projet, qui sont intéressés par le truc. Donc ça c'est super cool. Et justement, quand toi, tu te révèles au monde à ce moment-là en solo, comment tu gères le regard de l'autre qui, du coup, maintenant est juste sur toi? De l'autre, c'est-à-dire des gens du public. Ouais, du public. C'est la relation au public, elle est hyper intéressante à analyser. Et d'ailleurs, je pose beaucoup de questions sur la relation du public avec les artistes que je reçois. J'ai posé cette question à Amel Bent récemment. Je lui ai dit, est-ce que tu as peur parce qu'elle est tellement aimée, cette meuf, depuis des années. Elle a grandi avec le public français et qui l'adore. Ouais. Est-ce que parfois, tu as peur de ne plus être aimée, en fait, autant, parce que c'est quelqu'un qui reçoit énormément d'amour. Et c'est vrai que c'est toujours des réponses hyper intéressantes. Moi, j'ai considéré que c'était comme une sorte de page blanche et de nouvelles relations, en fait, aux gens. Parce qu'encore une fois, il y a tout à faire. Il y a tout le public à aller conquérir. Et j'ai un super lien avec les gens. J'ai des super commentaires, des super retours. Quand je croise des gens qui connaissent mon travail, ils m'arrêtent, ils me disent voilà, on adore, machin et tout. Quand j'ai des bad buzz, des moments plus compliqués avec des contenus que les gens n'ont pas kiffé, je reçois assez peu de hate en réalité. Trop cool. Ouais. Et tu vois, l'année dernière... il s'est passé un truc pas très cool pour moi. On a essayé de me faire virer d'un festival de cinéma LGBT dans lequel j'étais jury parce qu'on m'avait accusé d'être juste... des accusations complètement nimp en fait, en disant c'est une sioniste d'extrême droite, etc. Alors que j'ai jamais parlé de ce sujet-là en fait publiquement. C'est présumé dans la tête des gens tu vois, j'ai toujours essayé de donner la parole à tout le monde, d'essayer d'être assez juste... que ce soit sur ce sujet-là, mais d'autres sujets en général. Bon, bref, c'était un mauvais moment. C'était une mauvaise parenthèse. Ouais. Et en réalité, j'ai reçu tellement plus d'amour. Mais tellement plus d'amour. Et vraiment, je fais pas la meuf. C'est pas genre 60-40, c'est genre 95% des messages étaient des messages de love. Et on le voit aussi parce qu'il y a la vidéo de cet événement-là où tu reprends le micro et tu remontes sur scène. On voit aussi la réaction des gens dans le réel. Des gens qui t'applaudissent, des gens qui sont présents avec toi ce jour-là et qui t'encouragent vocalement à rester sur scène et à continuer ce discours du coup en solo pour exprimer aussi tes opinions et dire ta vérité en fait. Et en fait, moi, quand je vois cette vidéo-là, je me dis yes, elle n'est pas toute seule en ce moment-là. Ah mais grave. Parce qu'en fait, ça aurait pu être un moment de solitude ultime, mais en fait, le soutien des gens, en fait, comparé à la haine en fait qu'il y avait autour de toi à ce moment-là. Moi, ça m'a donné le frisson parce que je me disais, il y a des meufs qui sont là dans la salle et qui sont avec elle, quoi. Bien sûr. Et ça, j'ai adoré. Et moi, je pense toujours que de toute façon, la haine, elle représente une petite partie des gens. Et franchement, je l'ai expériencé. J'en ai eu l'expérience. C'est toujours une micro-partie des gens. Et c'est souvent aussi 1-2 personnes qui va aussi aller contaminer les autres. Ramener des gens qui, eux, au final, s'en foutent un peu. La haine rassemble. Parce que tu vois, j'ai eu des conversations avec les gens qui ont essayé de me faire virer du festival, etc. Parce que je pense qu'il fallait quand même leur parler et essayer de ne pas rompre le dialogue et essayer de comprendre un peu ce qu'ils avaient dans le crâne. Et en fait, c'est des gens qui se sont fait vraiment manipuler et qui se sont fait un peu gangréner comme ça. Dans le collectif, parfois, en fait, on peut ne pas se tirer vers le haut, clairement. Tout à fait. Donc, c'est souvent une poignée d'individus qu'il faut confronter. Mais les autres, tu sais, les gens, en fait, ils veulent une chose dans leur vie. C'est ce que j'ai l'habitude de dire dans le militantisme pour moi. En fait, les gens veulent ken. C'est ça leur objectif dans la vie, c'est de rencontrer des gens et d'avoir des relations sexuelles. En fait. De copuler. Et en fait, le militantisme, l'espace militant, il est très, très... en fait, il te permet de rencontrer des gens et d'avoir des relations avec des gens. C'est un gros lien social, carrément. Te faire des gens, tu vois. Et en fait, c'est pour ça aussi, les gens, ils veulent plaire aux autres dans le groupe. Donc, ils se font parfois contaminer. Et c'est pas grave, on va leur pardonner si ils s'en rendent compte et si ils se disent au final oui c'est vrai que c'était complètement con ce qu'on a fait, on est désolé. Moi j'accepte les excuses. Ok, donc le pardon c'est ton. Je suis pas du tout. J'aime ça. Je suis pas du tout rancunière. Genre si tu t'excuses ça va, c'est ok, ça veut dire que tu as réfléchi au truc et que bon la vie peut continuer, tu vois. Toi à la première, moi on fait tous des erreurs. Et en fait, à partir du moment où tu back up et tu dis attends là je suis con ou débile, tu vois.
Donc voilà, j'ai merdé et on avance ensemble. Le pardon, c'est hyper important. Ça, c'est Ouais. une des valeurs du christianisme que je préfère le plus. Moi, je suis une grande adoratrice de Jésus. J'adore Jésus et Jésus, il pardonne aux gens. Ouais. Donc, Ouais. let's go. C'est cool, je pense qu'il faut garder ça. Souvent, on rejette pas mal la religion aussi pour certaines raisons à des moments donnés de notre vie, mais Ouais. il y a quelques principes qui sont bons, je Complètement. crois. Et donc là, on parle des autres, mais Julia à Julia, le matin, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir. Il se passe quoi de toi à toi? Comment tu te trouves? Écoute, ça dépend des moments. Il y a des moments où, putain, j'ai une sale gueule, tu vois. Il y a des moments où, genre, Ouais. j'ai pas bronzé depuis longtemps, Ouais. où je suis fatiguée, où je suis en gueule de bois, Bien sûr. où voilà, il y a de la fatigue qui s'accumule, etc. Après, je pense que je suis quand même dans une relation assez amicale avec moi-même. C'est-à-dire que Trop cool. je considère que on est notre propre meilleur ami si on choisit de l'être. Ou notre pire ennemi aussi, dans le sens. Exactement. Ouais. Je pense que c'est plus intéressant d'être son propre meilleur ami. D'abord parce que la vie est courte et qu'en vrai, il vaut mieux être dans un état d'esprit d'amour universel, tu vois. Donc je pense que le lien à soi, il est très important. Parfois, je suis très dure avec moi-même, notamment sur le professionnel. Il y a toujours un truc à redire, à refaire, à améliorer, etc. Mais j'essaye d'être ma propre meilleure amie parce qu'en fait, j'ai des meilleurs amis que j'adore, que Ouais. j'aime à mourir, je les aime, je les embrasse. Mais c'est vrai que il faut être son propre allié et la vie est plus douce. Ouais, je suis d'accord avec ça. La vie Ouais. est dure, les gens Ouais. sont durs, la société est dure, a plein de problèmes, etc. Si on n'est pas son propre ami, Ça c'est- va pas, du moins ça va pas fonctionner longtemps. Je trouve qu'en fait créer une relation à soi, c'est compliqué parce qu'en fait on vit aussi dans un monde qui nous apprend pas forcément Ouais. à se parler à soi et à s'accompagner, et encore plus quand tu es entrepreneuse voilà, on va y aller. Il y a des moments où tu es seule face à. Ouais. Bon, là maintenant tu es entouré, mais il y a des moments aussi où tu es seule et face à certaines décisions, face à certaines aussi bêtises ou manquements, on peut vite se flageller. ouais. Mais en vrai, quand on commence à bien se parler et avoir une bonne relation en soi, en vrai, on peut prospérer beaucoup plus longtemps. je Ouais, crois. et puis il Ouais. y a des choses, enfin, tu vois, l'alimentation, le sport, la santé, les gens, couper avec les les gens, liens ouais. toxiques. Couper avec les gens toxiques, en fait, ça a été un gros problème dans ma vie pendant Ouais. très longtemps. C'est que, je sais pas, j'étais vachement dans des relations toxiques au final, tu vois. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de confiance en moi, beaucoup de moments en fait que j'aurais pu beaucoup plus apprécier, aimer, profiter. Et en fait, les relations toxiques, je pense que c'est un peu bateau de le dire comme ça, mais couper avec les gens toxiques Couper, dans nos ouais. vies, c'est de la perte de temps. Et Et en après fait, il y a coup, tellement de gens dans le monde qui sont charmés, avec qui vous Ouais. pouvez relationner de manière amicale, amoureuse, intellectuelle, tout. Il y a plein de façons de mais relationner souvent on avec les les voit gens. pas ces gens-là. Quand on est embourbé dans son truc, en fait, les gens qui Ouais. peut-être qui nous regardent là actuellement sont dans des relations toxiques et en fait, ils sont dans l'incapacité de voir le bon. Mais en fait, quand on commence à se réhabituer au bon, en fait, t'attires le bon, t'attires les bonnes personnes, les bons projets. Ouais. Il y a une espèce de feu intérieur qui revient en toi. Et là, L'amour, c'est censé c'est trop bien. faire du bien. L'amour, l'amitié, c'est des gens qui doivent nous faire du bien. Même dans le professionnel, les gens doivent nous faire du bien. Si tu sens que la personne, ça commence un peu à piquer dans ton ventre, quand elle te dit une remarque, un autre truc, qu'elle te met mal à l'aise, c'est pas bon. Ça sert à rien de rester avec des gens comme ça. C'est de la mauvaise énergie. Ça Et, sert à rien. et je pense que c'est pour ça que tu es autant accessible parce que moi, je te tag sur une de mes vidéos, je t'envoie un DM. Enfin non, tu m'envoies un DM avec ton 06. Et comment ça se fait que tu es méga cool? Bah déjà, toi, tu avais fait une super vidéo. Elle Ouais. était chambée, la vidéo. Ouais. Où tu disais tous les gens que tu voulais avoir dans ton podcast, etc. C'est super de faire ça, je trouve. C'est vachement... C'est ma bouteille à la c'est mer. hyper quoi. créatif et surtout, ça met en valeur les gens. Donc ça, c'est génial. Moi, quand quelqu'un met mon travail en valeur, Ouais. met mon valeur en travail, c'est drôle ce C'est lapsus. parce que le travail, c'est ta valeur. Peut-être, je sais pas. J'adore, j'ai grave y penser aujourd'hui à ça. Non mais c'est vrai, quand quelqu'un met Ouais. mon travail en valeur, bah attends, faut rencontrer ces gens-là. C'est que cool. moi, je travaille avec des gens que j'ai jamais vus de ma vie sur le Oui, tu le podcast. disais tout à Il y l'heure. a une ouais. meuf qui s'appelle Claire, que j'embrasse, qui me fait des réels, des TikTok et tout, qui font des millions de vues sur les réseaux. La meuf, je ne l'ai jamais rencontrée de ma life. Ah, toujours pas? Elle m'a envoyé un message en me disant un jour... parce qu'en fait, elle me volait mon contenu, elle le mettait sur son compte. Ouais. Et un jour, je lui envoie un message, je lui dis, meuf, merci beaucoup pour Ah, la c'est pub. dingue. Franchement, merci pour Ouais. la publicité, c'est trop cool. Surtout, ne t'arrête pas. Continue, Vraiment. continue. Ouais. Mais sinon, on peut aussi bosser ensemble. Et elle m'a dit, mais grave. Et je l'ai jamais vu, genre.
J'adore. Et donc, voilà. Putain, non, mais c'est génial. Bah oui. Et je trouve que franchement, l'humanité que tu as dans le succès, etc., c'est aussi un exemple Bah, pour ça moi. fait plaisir, ça. Parce qu'en vrai, il y a tellement de gens que je rencontre aujourd'hui. Et notamment, tout à l'heure, on parlait de programmation. Ouais. Donc moi, j'ai pas de programmateur, donc je programme Bien mes sûr, propres bien sûr. épisodes. Et en fait, parfois, genre, tu sais, il y a une phrase en anglais qui dit « Never meet your heroes ». Et en fait, parce qu'en fait, ça prouve à quel point tu peux être, Ouais. être face à une désillusion Bien quand tu sûr. rencontres tes héros. Tout à fait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir Et c'est des souvent héros le cas. morts. Comme ça, Ouais. tu les rencontres. En fait, tu sais pas, au pire, c'était une con, les gars. Et... Ouais, tu sais ouais, pas, ouais, tu vois. ouais. Mais c'est génial, je trouve, d'être dans la désillusion des gens aussi, parce que Ouais. en fait, tu rencontres quelqu'un que tu admires et tout, et en fait, c'est On en c'est parlait, une merde. ouais. Enfin, c'est Orelsan qui dit dans une de ses chansons, il dit j'ai rencontré beaucoup de stars, c'était des merdes. Ouais. Et en fait, de ouf, c'est grave ça, tu vois. Mais c'est marrant aussi de te dire ah, c'est marrant, parce que lui, en fait, quand tu vois la télé sur les réseaux et tout, il est trop cool. Et en fait, le mec, il est imbuvable. Ouais. Et en fait, ouais, non, pas cool. Mais du T'en coup, ça, apprends plus sur l'humanité, ça. en fait. puis ça te donne aussi le contre-exemple pour toi en te disant, moi, je veux être dans le succès, ouais, je suis dans une forme d'ambition, etc. Et outre ça, mais juste, je veux être sympa avec les gens, quoi. Enfin, Ah bah de toute façon, et oui. ça, Si t'es sympa, conserve-le vraiment. Ouais. si t'es sympa dans la vie, il va t'arriver des trucs bien. Si t'es Ouais. pas sympa, antipathique, que tu te prends pour un ouf, alors que, enfin, tu sais, Emmanuel Macron lui-même ne doit pas se prendre pour un ouf, même si c'est le président de la République, c'est-à-dire, enfin, ou n'importe quel exemple de ce niveau-là. En fait, chacun doit être sympa. Tu Mhm. récoltes ce que tu sèmes. Moi, je crois De le ouf. karma, c'est C'est la la base. règle de Ouais, la non, vie. je suis d'accord avec ça. Franchement, c'est méga inspirant. Sur un autre sujet, tu te fais accompagner, toi, pour aller mieux par une psy et tout? Ouais. Alors, j'ai été accompagnée pendant longtemps, etc. Là, je suis sans psy, j'avoue. Putain, c'est relou ça d'ailleurs. Faut que. Sans psy. Ouais, sans psy. En fait, je peux pas. Lâché dans la nature. Mais oui, je suis sans psy, sans filet. Sans filet. Mais c'est une très grosse connerie parce qu'en plus, je vis énormément de choses dans ma vie, que ce soit perso ou professionnel en ce moment. Mhm. Et j'ai besoin de débriefer avec quelqu'un de professionnel Ouais. sur le sujet de la psychologie parce que il y a trop de trucs et franchement, il faut. Ouais, ça grave. fait un bon reset au Tu vois un quotidien, psy, je toi trouve. Ouais, de ouf. Bah ouais, de ouf. bah. Et en fait, je crois que moi, souvent, ce que je dis aux gens, ils me disent putain, Cam, c'est trop bien, tu vois un psy, tu continues. Mais en fait, guys, j'ai pas le choix. Ben ouais. Sinon, je deviens dingo. Ah, mais grave. Tu vois? Non, mais surtout dans des parcours LGBT. Ouais. Enfin, tu vois, déjà, ça, c'est obligatoire parce que, en vrai, la société est tellement dure à notre égard, je trouve. Bon, de moins en moins, etc. Mais il y a Bien quand même sûr, des ouais. choses. Et en fait, on doit débriefer ça. Ouais. On doit Puis débriefer aussi, ça. quand tout à l'heure on parlait de solitude aussi dans l'entrepreneuriat, parfois tu te mets tellement le stress tout seul sur des conneries, tu vois, sur tes invités, ta programmation, ta communication sur les Ouais, réseaux, ouais. machin. En fait, à des moments, tu as besoin de décharger et de voir ce qu'il y a derrière. Bien Est-ce que sûr. je me prends vraiment la tête pour la bonne raison? Enfin, Tout à fait. calmos, tu vois. Tout à fait. Et parfois, en fait, avoir quelqu'un en face de toi qui te dit il n'y a pas d'enjeu. Ça te. Exactement. sur Et cette en fait, la thématique-là, seule tu vois. personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Non, mais de C'est ouf. pas les autres. En fait, ça sert à rien d'être en Carrément. compétition avec, je sais pas, dans l'influence ou dans le podcast. Enfin, la numéro 1, ça sert à rien. Je suis pas en concurrence avec Guillaume Play, par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux Oui, dire? toi, t'es toi, Je moi, suis je suis en moi. concurrence avec ouais. moi-même. Lui, il fait son truc qui est ouf. Et moi, je fais mon truc qui est différent, qui est à ma sauce et tout. Et bah ouais, c'est la seule compétition, c'est avec toi-même. Et justement, et encore plus quand tu es en filet, moi, il y a une question qui me vient. Quand tu es sans filet, justement, moi, j'adore les béquilles dans ma vie pour aller mieux. Parce qu'en vrai, parfois, on n'a que ça. Et il faut aussi rappeler qu'entreprendre un parcours thérapeutique, etc., c'est coûteux. C'est encore quelque chose qui reste Bah, pour grave. une certaine Bien sûr, population. bien sûr. C'est un truc de privilégié avant tout. Qui, encore une fois, se démocratise, se rend de plus en plus accessible. Et ça, je suis content de ça. Mais est-ce que toi, tu as des béquilles aujourd'hui à des moments Alors des béquilles, ça va être des gens ou des choses qui vont sur lesquelles je vais pouvoir me reposer. Ouais, quand, Bah ouais, carrément. J'ai vraiment des amies très proches, très présentes, qui font pas du tout ce que je fais. Donc du coup, c'est sympa aussi d'avoir des gens qui sont pas dans le milieu ouais. et qui s'en foutent en fait. Et qui voient juste le truc d'un point de vue spectateur normal Bien sûr. et qui disent Et qui meuf, t'inquiète, t'encouragent genre, aussi, c'est charmé, ouais, enfin, bien tu te sûr. calmes en fait d'être folle Mhm. avec enfin c'est bon quoi, tu vois. Donc moi mes amies elles sont très présentes. J'ai beaucoup de chance, je suis trop heureuse d'avoir des femmes comme ça exceptionnelles dans ma vie. Il y a aussi des garçons que j'adore. Et j'ai une famille qui est très présente aussi, qui est très supportive. J'ai genre un Oedipe pas possible avec mon père. Où on va avoir des discussions sur le pro, c'est beaucoup sur le pro, c'est Des très tunnels en peu mode, sur le perso, ouais. carrément. Et des grosses séances de brainstorm comme ça, on est comme des oufs et tout. Mais ouais, et après, je crois qu'en fait,
passion, c'est ma béquille, la passion du Ouais. podcast, la passion de ce truc-là. Je consomme énormément de podcasts, je regarde beaucoup de créateurs. C'est vraiment la passion sur laquelle je me repose quand je me dis, putain, ça marche moins bien là, j'ai été déçue de telle audience, de tel truc. La passion, ça me garde en vie, quoi. Et je sais que Ouais. ça me quittera pas et que c'est mon moteur. Mm. Et ça me permet de tous les jours me dire, vas-y, tu vas aller chercher telle et telle personne qui fait l'actualité, écrire telle et telle interview, parler à cette personne qui va te permettre de... Bien sûr. Ça, quoi. Et quand tu travailles pas, ça va? Parce que du coup, C'est une très tu bonne question. travailles beaucoup, mais ça peut être aussi une béquille. Mais demain on part en vacances, t'arrives à déconnecter ou pas? Alors, les vacances, c'est un art. C'est un art, Poser des c'est vrai. vacances, c'est un art. Ouais. La plupart des gens ne savent pas le faire. Ouais, je Et suis c'est d'accord. très important de partir en vacances. Je suis une grosse kiffeuse, moi. Mm. Grosse kiffeuse, grosse profiteuse. Quand je vais en vacances, Après, c'est difficile parce que là, en fait, mon podcast, il est en train de prendre une certaine direction d'audience, etc. Donc, il y a un truc où je commence à comprendre l'addiction aussi des créateurs à ne jamais pouvoir lâcher. Et bon, moi, je suis Ouais, ce vachement... rendement qui est je demandé suis aussi. vachement des créatrices sur YouTube et tout, et il y en a pas mal qui font des grosses crises d'anxiété Ouais. parce qu'en fait, le contenu, c'est une forme d'addiction. Délivrer du contenu tous les jours. Enfin, il y a des créatrices, ça fait 15 ans que tous les jours, elles postent. Ouais. Faut comprendre ce truc. C'est l'armée, C'est le un truc, truc de ouais, ouf. bien sûr. Et effectivement, après, voilà, je fais 2 grosses pauses dans l'année, au mois de janvier et au mois d'août. Donc ça, c'est mes 2 grosses pauses. Voilà, sinon, c'est vrai que... Et tu arrives dans ces moments-là, t'es sans création, Ouais. sans invité, sans projet. Tu arrives à déconnecter, t'es pas en En fait, mode. il faut se dire aussi que ouais, les pauses, c'est des moments de création. Sauf que c'est des Ouais. moments de création pour ton inconscient. de vide. En fait, toi, ouais. tu te chill, Ouais. t'es en vacances, tu te poses, t'es sur Carrément. ton transat à la plage ou ailleurs si tu kiffes autre chose, la montagne, je sais pas quoi. Mais reposer ton cerveau, Mm. c'est très important pour la créativité. Après, tu arrives en septembre ou en février, t'es on top, tu vois, Bien genre sûr, t'as envie de tout ouais, ouais, défoncer, ouais. tu t'es bien reposé, c'est cool. Mm. Il Il y a beaucoup d'invités qui me disent ça. Et c'est vraiment quelque chose que je partage vraiment. Que ces moments-là de vide, en fait, qui en réalité le sont pas, parce qu'en fait, ça laisse carrément de l'espace en toi Mais pour ouais. pouvoir créer ensuite. Parce qu'en fait, toi, important. t'es surmené, t'es surchargé toute l'année. Ouais. Et en fait, le vide va permettre de créer et de laisser de l'espace. Et tu le vois. voyage, c'est hyper important Mhm. pour la créativité. Voyager un maximum, aller aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, aller rencontrer des... Enfin, moi, je parle, voilà, mais aller rencontrer des créateurs. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est essayer de faire un stage, d'une semaine chez un des plus gros créateurs américains. Genre. Genre Alex Cooper, genre ouais. en Angleterre c'est Diary of a CEO, Mhm. genre chez Samir and Colin que j'adore, genre chez des créateurs comme ça. Et je veux faire des stages de une semaine Génial. et juste je vais chez eux et je suis comme en Ouais. troisième, c'est un Ouais. stage d'orientation, D'observation. Ouais. d'observation. Et je suis en mode ok, Ouais. comment vous faites vous pour Ouais. faire ce que vous faites genre. Et ouais, et ça c'est, moi j'adore les vacances à thème où tu Mm. pars, c'est, ouais, je fais grave des trucs comme ça. En fait. J'adore. Ouais. Putain, trop bien. Et donc, du coup, à Paris, je crois que tu es solo maintenant, tu es célibataire. Ouais, Ouais. je suis en rupture, ça y est. Ça y est. Ouais. Ok. Je l'ai pas dit. Hein. Ah merde. Ouais. ok. Non, mais c'est bien. Ok, On le dit, ça y est. On le ça y dit, est. on le dit. She's available. Ok, bon, première question. Comment ça va, le célibat? Alors, là, ça a fait 2 mois, ok? Mm. Une rupture, c'est des étapes, je pense. Et c'est des étapes de sentiments que tu éprouves pour l'autre. La tristesse. Bon, là, il n'y avait pas tellement de colère, franchement. C'était quand même une super relation. C'était vraiment génial. C'était 2 ans incroyables en réalité. J'adore. C'est juste que voilà, il y a des choses dans la vie qui font que ça s'arrête. Je ne vais pas rentrer dans les détails et Bien tout, sûr, mais voilà. ouais, carrément. Mais c'est clair que il y a des étapes dans la rupture. Mm. Là, ça fait 2 mois, ça va. Ouais. Là, franchement, ça va. D'abord, la saison fait que c'est cool aussi parce qu'en vrai, il n'y a pas meilleure période pour être célibataire qu'au printemps. Parce que c'est vrai que quand tu tapes une rupture au mois de novembre, c'est relou, on Ouais. va pas se mentir. Tu vois, la pluie, le Oui, mauvais puis même temps. dans la nature, c'est chiant. c'est ce qui se passe. Ouais. Les animaux s'accouplent à ce moment-là Exactement. et on comprend. L'accouplement, enfin, on ouais. est très dans l'accouplement en ce moment d'ailleurs. Non mais oui, non écoute, franchement ça va. Mais ça va aussi parce qu'encore une fois, c'était une super relation, que la personne était exceptionnelle. Et en fait,
j'ai goûté aux relations saines. Yes. ça- Pour la première fois, tu penses, ouais? Ah ouais, Ouais. franchement, ouais, je vais pas te J'adore. mentir. Yes. Et ça, c'est un truc nouveau. C'est Mm. super, Mm, mm. c'est génial. Ça peut être déroutant Enfin, pour faisons certaines ça, en fait. personnes. Pourquoi ouais. on fait pas ça tout Ouais. le temps? Pourquoi C'est- on s'inflige des trucs vois de merde? Ouais, Pourquoi je suis d'accord. souffrir? Pourquoi pleurer? Pourquoi Ouais. l'autre il doit te faire du mal? Non, Non, c'est non, non. nul. Ça nul peut à être chier. cool. Ça peut Et être c'est cool. pas parce Ouais. que en fait il te fait du mal ou elle te fait du mal et machin que ton intensité va être supérieure. Pas du tout. C'est Mm, mm. nul. Mm, mm. L'intensité peut être incroyable quand la relation est saine et quand la personne te fait du bien. Donc Yes. la santé des relations, J'adore. très Ça. important. Et justement, toi, quand tu es dans cette relation, par exemple, ou de manière générale, comment tu aimes? C'est comment ta façon d'aimer, Julia? Je crois qu'on apprend à aimer toute notre vie Ouais. parce que c'est un truc qui n'est pas inné. On n'a pas tous la même manière d'aimer. Moi, j'aimais pas de la même manière. J'aime pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans, que dans ma première relation il y a 15 ans. Là aujourd'hui, je crois que j'ai vraiment envie, que ce soit dans des amitiés, parce que l'amitié, moi j'adore me faire des nouveaux amis aussi. J'adore faire rentrer des nouvelles personnes dans ma vie. Alors faut qu'ils passent un peu le test de la confiance, etc. Normal. Bien sûr, ouais, Mais qu'il y ait une vraie j'adore avoir des connexion, bien nouveaux sûr. amis et je trouve que plus on grandit, plus c'est dur de se faire des nouveaux amis. Mm, mm. Et moi, je veux garder ce truc-là et j'adore. Et en vrai, j'y arrive plutôt bien, c'est cool. Parce que je pense que tu traverses tellement des étapes de ta vie que tu as besoin de gens qui vivent les mêmes choses autour de toi, avec toi. Ouais. Tu vois, c'est con, mais quand tu es en T'as rupture ton amoureuse, troupeau, ouais, carrément. quand tu es en rupture amoureuse, tu vas traîner avec tes potes qui sont en rupture aussi ou qui sont célibes parce que tu vas célibataires, ouais. sortir, tu vas faire nimp avec eux, tu vas faire les Mhm. vacances avec eux. Là où tes potes qui sont en couple, moi genre là j'ai 32 ans donc l'intégralité de mes amis sont enceintes ou ont des enfants. Same, Et ouais. je les aime trop parce que c'est comme mes petits neveux et nièces, tu vois, les petits enfants, je les aime, je les adore. Mais c'est vrai que là en ce moment, je vais traîner avec des gens avec qui je traînais moins avant quand j'étais en couple, mais avec qui on va sortir, on est sur la même longueur d'onde de Mhm. conneries, de célib, Ouais. de tu vois. Ouais. Et ça, c'est une manière d'appréhender aussi la rupture et de vivre ce moment-là. Et comment j'aime, je crois que j'ai envie de... Je crois que ce qui me fait vraiment avoir du désir pour une personne, c'est l'envie de construire à deux, l'envie de construire de grandes choses, des choses saines. Et je crois que ce qui me fait le plus kiffer, c'est l'indépendance. C'est une personne qui est indépendante et qui va t'emmener, elle, dans son monde et qui va t'emmener dans des aventures que toi, dans ton monde à toi, tu vas pas vivre. J'ai envie de découvrir des choses, d'autres univers, d'autres mondes, d'autres gens avec les personnes avec qui je sors. Parce que, J'adore. ouais, franchement, Et c'est ça. tu parlais justement que toi, en amitié, par exemple, t'as pas de mal à faire de la place à une personne, une nouvelle amie, un nouveau ami qui va rentrer dans ta vie et à créer une vraie connexion. En amour, tu sens aussi que tu arrives à créer de la place parce que moi, souvent, je rencontre des gens qui sont méga busy, des entrepreneurs, tout ça. Et en fait, le manque de place, ça représente vraiment un sujet chez certaines personnes. Ouais, alors moi, je suis vraiment une femelle qui veut engendrer une famille, une progéniture. Une progéniture, exactement. Je suis vraiment un animal femelle. Le plus important, je pense, et ça c'est un des fondements de mon éducation aussi familiale, le plus important, c'est l'amour. L'amour vraiment, enfin l'amour qui soit amical ou amoureux. Moi, je mets les choses au même stade parce que genre, j'ai eu des relations amicales qui étaient beaucoup plus importantes que des relations amoureuses, beaucoup plus intenses, avec des garçons, avec des filles, franchement, voilà. Mais l'important pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la construction d'une famille et l'amour. Et je ferai toujours de la place pour ça. Parce qu'en fait, c'est ça le plus important. L'entrepreneuriat, c'est un truc qui te permet d'être ancré dans la société, de pouvoir te protéger. Plus tu réussis, plus tu te protèges en fait, en réalité. Plus tu te protèges des insécurités que la société te met dans la gueule. Donc moi, plus j'arrive à essayer d'être dans une forme de réussite, plus je me protège. Puis du coup, tu crées ce cadre-là pour pouvoir ensuite créer dans cette protection-là et dans cette sécurité-là ta famille. C'est comme un espèce de filtre, le milieu professionnel, qui va me permettre de poser un cadre. Et dans ce cadre, la famille. Moi, je suis obsédée par la série Kennedy, là. Ah oui, Love Story, ouais. John Kennedy et Caroline Bessette. Ouais. Enfin, oui, ouf. en fait. C'est Tu vois ce que je veux dire, on veut ça.
On veut veut, cet ouais. amour-là. Enfin, après, J'adore, attendez, je suis j'adore. au milieu de la série, donc je sais pas tellement ce qui se passe à la fin. Je crois qu'il se passe une grosse dinguerie. Mais Il meurt à la fin. de toute façon. oui, voilà. Oui, bien sûr, c'est Ils ça. sont morts. C'est très relou. Mais l'amour. Ouais. Moi, genre, quand je sors avec quelqu'un, genre, je l'affiche grave sur les réseaux. Enfin, je montre grave de l'amour. Je pense que, je sais pas, C'est j'adore. très. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de copines lesbiennes comme ça, Ouais. qui sont en mode vraiment oui. puppy, quoi. Mais grave. Tu vois, et Mais c'est un truc parce très qu'il gay faut en fait, en montrer réalité. l'amour lesbien. Ouais, ouais. Beaucoup de lesbiennes ont été montrées dans l'espace public, etc. Moi, ce que je veux montrer, c'est l'amour lesbien. Moi, mon rêve, c'est de Ouais. réaliser une série d'amour Et lesbiennes. oui, j'avais trop envie de De parler deux de ça. meufs trop Ouais. fraîches, en fait, à Paris, Ouais. dans des quartiers, là, comme ça, là, Ouais. qui kiffent et machin. Moi, c'est ça que je veux faire. Je le ferai d'ailleurs un jour. Mais l'amour lesbien, il n'y a rien de plus beau. Ouais. Deux femmes qui s'aiment. Ah, c'est c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau au monde que ça? Et toi, tu penses que tu as souffert à certains moments de cette sous-représentation lesbienne ou pas? Ah bah mec, évidemment, moi mon adolescence c'est genre un désert sentimental terrifiant en réalité. Parce que je viens d'un milieu où ça existait pas. D'ailleurs, ma première relation amoureuse qui a été une des plus grosses histoires de ma vie, qui a duré très longtemps, on était toutes les deux premières exemples d'un milieu, tu vois, qui était un Bien peu l'ouest sûr, ouais, parisien, ouais, ouais. etc. De notre génération, on était vraiment les deux premières, mec. Hmm. Et en fait, il y a eu beaucoup de commérages, de rumeurs, de machins, de trucs qui nous ont fait vachement de mal. Et à la fois, on était tellement aussi fiers que on était cool, quoi, on était fraîches. ensemble, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc. Encore une fois, moi, c'est ce que je vois de l'amour lesbien que j'ai en face de moi, tu vois. Il y a vraiment ce truc de on est ensemble. Ouais. Chez deux meufs ensemble, je trouve que. Ah bah c'est intense C'est- l'amour c'est- lesbien, c'est sûr. Hein. On connaît Ouais. le cliché de dire on date le premier soir et le deuxième soir on emménage ensemble. On est Ouais, folle c'est en ça. fait. En fait, est-ce que c'est un cliché ou pas ça? Bah oui, c'est un cliché bien Ouais. évidemment parce que moi je suis un peu un garçon avec un corps de femme, c'est-à-dire que tous les défauts des mecs dans les relations et tout, je sais pas si tu as expérimenté ça avec des mecs et tout, mais les mecs qui arrivent pas, tu vois, genre je veux m'engager mais j'aime mon indépendance aussi. Ouais, ça, Donc je suis c'est pas vraiment l'histoire de la ma vie, lesbienne ouais. cliché Ouais. moi. Je suis plutôt le mec un peu, je sais pas. Ouais. Je suis un peu un mec hétéro en fait. Ok. C'est hilarant. Ok, donc il y a des paradoxes en toi. J'aime Ouais, ça, j'aime grave, ça, j'aime bien ça. sûr. Ok, Bien génial. sûr, bien sûr. Putain, c'est cool. Et j'avais une question par rapport au podcast en soi, parce que tu as vraiment exprimé le fait de... Donc, tu as parlé du titre que tu as donné à ton podcast, Conversation avant la fin du monde. Cette notion de fin du monde-là, j'aurais aimé un peu savoir comment toi tu l'appréhendes, comment Julia se sent face à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Quand toi tu regardes la télé, tu ressens quoi? En fait, Conversation avant la fin du monde, ça vient d'un constat personnel, d'une fracture. En fait, ça vient de plusieurs choses. On est envahi de news, de mauvaises nouvelles, de ce qui se passe dans le monde. La crise écologique, qui est quand même un des premiers, je pense, une des premières urgences Bien sûr. géopolitiques quelque part. Mm, Les guerres entre les communautés. Les femmes qui se font quand même dans certains pays, enfin il y a des apartheids de genre, il y a même presque des féminicides de masse. Ce qui se passe en Afghanistan. Enfin, je sais pas si vous avez vu la série The Handmaid's Tale, qui est une série terrifiante, traumatisante, mais à la fois incroyable. C'est exactement ce qui se passe en Afghanistan. Les femmes iraniennes. Vraiment, voilà, c'est des sujets qui me touchent énormément. Et en fait, je trouve qu'on est envahi. On est envahi. Les réseaux sociaux Bien créent sûr, ouais, une ouais. forme d'envahissement forcément de Oui, parce que de c'est ce qui se passe en surinformation. réalité. Ouais, Il y a bien sûr. l'infobésité, le concept d'infobésité. En fait, on devient complètement addict, complètement envahi, etc. On est dans ce monde-là. Il faut vivre dans ce monde-là. Il faut créer des espèces de garde-fous. Moi, j'ai été extrêmement personnellement impactée par les événements, les attentats qui sont passés le 7 octobre 2023 au Moyen-Orient. Et ça a été une sorte de fracture personnelle parce qu'effectivement, je connaissais des gens qui ont été tués, qui ont été blessés, qui ont été traumatisés par cet événement-là. Donc, c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie, qui a changé même un peu ma vie. Moi, c'est ça mon épisode, moi, c'est ça mon déclic, si tu veux. Pour d'autres personnes, ce sera d'autres Oui, le événements. moment où ça te touche, quoi. Ouais. Exactement. J'ai analysé aussi le fait que pour d'autres personnes, d'autres événements dans le monde les ont aussi très impactés personnellement. Donc je me suis dit, en fait, tout le monde est en train de vivre une sorte de fin du monde personnelle,
global, mondial. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut parler de ce qui est en train de se passer, de ce nouveau monde qui est en train d'éclore et de comment les gens l'envisagent et l'appréhendent. C'est pour ça que j'ai lancé ce podcast, c'est d'avoir des conversations de fond sans... pour essayer de couper un peu avec le scrollage, Carrément. tout ça. En fait, on rentre dans des conversations longues, profondes, intenses, avec des gens qui ont des choses à dire et qui créent le monde de demain. Et en fait, c'est né de ça. Voilà. Et tes conversations avec tes invités et aussi ton avis personnel sur ces questions-là, est-ce que ça te donne espoir ou pas? Ouais, ça me donne Ouais. grave espoir. Moi, j'ai un collier là autour de mon cou. Ça veut dire, c'est le mot tikva en hébreu, ça veut dire espoir. Moi, je suis que dans l'espoir. Et Amel, ça veut dire espoir aussi J'ai en, vu ça. en Ouais, arabe. c'est ouf. Et c'est marrant, on s'était dit ça Ouais. avec Amel Bent. Et je crois que c'est le plus beau, la plus belle ambition, l'espoir. Je crois qu'il faut toujours se dire que ça ira mieux, que ça va aller mieux, qu'il faut quand même essayer d'être acteur du monde de demain pour qu'il aille mieux. Mais je pense que si on s'y met tous ensemble, ça va le faire en fait. D'accord, ouais. Et je crois que l'amour pèse plus que la haine et que ce soit On y voilà, revient. dans du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie. Moi, j'ai pu être victime des trois, tu vois. En réalité, les gens, ils sont soit dans des groupes qui les contaminent, comme on disait tout à l'heure, soit en fait, quand tu leur parles et que tu leur expliques les choses, ils comprennent, je vais te dire. Rares sont ceux qui sont vraiment butés. Ceux-là, il faut les combattre, par contre. Ça, Ouais. c'est clair. Il faut les combattre T'arrives à intellectuellement, faut les enclencher de la combattre- conversation Mais complètement. face à la haine? Moi, je me suis tellement créé des protections dans ma vie que de toute façon, je peux aller voir quelqu'un qui me déteste, qui déteste ce que je représente, qui est ultra homophobe ou qui est genre ultra antisémite ou qui genre est ultra misogyne, j'en sais rien, tu vois. Mais je vais pouvoir lui parler en fait, je vais pouvoir avoir des conversations avec lui. Parce qu'en fait, j'ai pas peur, déjà je m'en fous parce qu'après je rentre chez moi et en fait, j'arrive dans un cadre où voilà, Dans ton je suis cocon, bien. ouais, bien sûr. Donc, parlons, il n'y a aucun problème. Et l'antisémitisme, toi, c'est comme ça que tu le vis aujourd'hui? L'antisémitisme de manière générale et aussi ce que toi, Julia, tu es confrontée à? On est dans une période où l'antisémitisme redouble d'efforts. Depuis 2-3 ans, c'est extrême. On a des politiques quand même qui disent des folies et qui font exprès de le dire et qui font exprès de le dire, de le redire, de le re-redire, qui font des blagues sur des prénoms juifs, qui disent que... Enfin, à Paris, là, on est dans les thèmes des municipales, mais moi, mon maire, c'est le maire de Paris Centre, c'est Ariel Veil. Bon, Ariel Veil, c'est un non-juif. Il y a quand même Sophia Chikirou qui a dit que Ariel Veil contrôlait et tirait les ficelles de la mairie de Paris et que Emmanuel Grégoire, qui sera sûrement le prochain maire de Paris, était sous emprise d'un mec comme ça. Or, non, le maire de Paris, c'est lui le patron, c'est lui le boss, c'est lui qui dirige les autres maires des arrondissements. Enfin, on est dans des logiques complètement dingues. Tu trouves que justement les raccourcis comme ça, ils font mal parfois? Ça fait très mal parce qu'en fait, ce qui fait mal, c'est que les gens continuent de soutenir ces gens-là. Ça fait mal. Des gens continuent à faire des 12%, 13% aux élections municipales alors qu'ils profèrent des propos qui sont très, très, très graves. Et heureusement, à Paris, on n'a pas le problème de l'extrême droite parce qu'il a fait un 1,5% Mariani, donc vraiment, c'est zéro. Vous, à Marseille, par contre, c'est une vague beaucoup RN. plus chaud et je ne pensais pas que ce soit autant significatif. Et voilà. Ouais. Donc là, ici, on n'a pas ce problème, mais on a d'autres problèmes. Mais ça fait mal que oui, des gens continuent de voter pour eux, continuent de les défendre. C'est grave. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ce soit des deux côtés, genre de la gauche ou de la droite, il y a un truc, à un moment, il y a la haine de l'autre, elle arrive que ce soit ou de l'autre. Enfin, donc, en fait, et je me dis, guys, en fait, vous n'avez rien compris. Ouais. Oui, mais ça, c'est quand même l'extrême droite qui a quand même inventé quelque part la violence, je veux dire, en politique de manière par rapport au racisme. Bien sûr, je crois que la France Insoumise, c'est juste des gens qui ont bien étudié ce que le Rassemblement National, ce que le Front National de l'époque faisait. Là, aujourd'hui, dans les médias, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jean-Michel Apathy, qui est un journaliste que j'adore, qui est pas un journaliste de droite, hein, qui dit Jean-Luc Mélenchon, on peut le comparer à Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. Pourquoi vous utilisez les mêmes techniques que des gens abominables? Pourquoi vous faites ça? En fait, je vois même pas... Parce qu'on dit beaucoup, oui, c'est une
une stratégie électoraliste. Je vois même pas tellement les objectifs derrière, pour être très honnête. Je sais pas, je comprends pas. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut leur parler, je crois. Ouais. Je crois, en fait, j'aimerais bien, finalement, je me suis dit, parce que j'étais en mode, tu vas pas faire Sarah Knafo et Sofia Chikirou, franchement, pour les municipales, c'est relou. Et en fait, petit regret, je crois. Petit regret. Why not pour l'après, parce qu'elles auront toujours des choses à dire. Tout à fait. Tu vois après la période de campagne électorale, c'est vraiment sympa parce que les gens sont dans une telle urgence émotionnelle, ils sont dans un rush, ils sont dans une folie. Il y a des choses à dire, que c'est sympa de les prendre à ce moment-là. Mais en vrai, je crois qu'il faut que j'arrive à un moment où j'arrive à interviewer ces gens-là. Yes. Voilà. Ok. Et le conflit israélo-palestinien, tu portes quel regard là-dessus, toi, en tant que juive française? Moi, je porte un regard de tristesse absolue, d'empathie totale avec l'intégralité des victimes, qu'elles soient d'un côté comme de l'autre. J'ai fait un voyage en Israël là, cette année qui a été très marquant, où j'ai été sur les sites des attentats, notamment au festival Nova. Tu sais, en fait, le 7 octobre 2023, il y a eu plusieurs endroits qui ont été attaqués d'un coup, dont un festival de musique. Je pense que tu vas dans des festivals de musique. Bien sûr. Voilà. Moi, j'adore les festivals de musique. Putain, j'ai été sur ce lieu, ce mémorial, ce lieu commémoratif. Ils ont fait en fait des mausolées pour chacune des victimes, etc. Et je me suis dit, putain, t'es en up de ton festival. Il est 6h du mat. T'as kiffé, t'as des artistes, des DJ incroyables, des gens qui sont dans l'amour universel. Et là, il y a un attentat, quoi. Oui, c'est ce que raconte très bien Morane, qui est venue du coup, toi qui es parti la rencontrer Morane Stelayanaï, qui est en Israël. Une survivante du 7 octobre qui est restée 54 jours à Gaza, otage, et donc j'en ai fait un épisode avec elle qui est très intéressant, qui, pour ceux qui peuvent se dire oh là là, les Israéliens, etc., qui connaissent pas les Israéliens en fait, qui savent pas qui c'est ces gens, et je peux le comprendre parce que je crois qu'Israël a un gros problème de communication depuis toujours d'ailleurs, mais épisode intéressant pour ceux qui peuvent être un peu réticent, tout à fait réticent. Épisode intéressant d'abord parce qu'il est doublé en français. Donc vous allez pouvoir l'écouter en français. Écoutez vraiment ce que pense une femme israélienne de 40 ans qui a été otage pendant 50 jours, qui n'a pas un discours véhément sur les Palestiniens comme on pourrait s'imaginer, etc. Pas du tout. Elle est dans un discours de résilience, d'approche des autres, etc. Et je vous invite à écouter cet épisode parce qu'il est vraiment ouf. D'ailleurs, il y a 2 épisodes, une partie 1, une partie 2. C'est un témoignage assez incroyable. Et justement, après ce genre de conversation, où toi tu t'approches du coup de plus près de ce qui s'est passé du coup pour les Israéliens à ce moment-là, t'as bon espoir quand même entre la paix de ces deux peuples ou pas du tout? Encore une fois, il faut toujours avoir espoir et il faut toujours essayer de prôner le vivre ensemble et les liens entre les gens. Moi, je suis vraiment, ma ligne sur le sujet, c'est la ligne des Guerrières de la Paix. Les Guerrières de la Paix, c'est une association qui a été créée par une femme extraordinaire qui s'appelle Anna Assouline, qui en fait fait communiquer et fait dialoguer des femmes musulmanes et des femmes juives dans le monde entier, évidemment sur les territoires, sur le territoire israélo-palestinien. Mais on a été à Essaouira par exemple cette année avec les Guerrières de la Paix, où il y avait sur scène une femme palestinienne, israélienne, sénégalaise, iranienne, afghane, enfin voilà. Et moi je suis sur cette ligne-là. Je crois que les femmes peuvent sauver le monde, peuvent sauver ces situations de guerre, parce qu'il y a ce conflit-là, mais il y a un conflit terrible au Congo, un conflit terrible au Soudan. Il y a des conflits partout dans le monde qui sont terrifiants. Moi, je pense aux enfants, je pense aux femmes. Dans le conflit israélo-palestinien, là, cette guerre abominable qui s'est passée ces 2 dernières années, il y a énormément d'enfants qui ont été tués. Je pense aux enfants palestiniens, aux femmes palestiniennes. Moi, je regarde ça, c'est horrible parce qu'Israël, c'est un pays que j'adore, que j'aime, qui est dans mon cœur. Je vais qui fait là-bas. Partie de qui tu es aussi aujourd'hui, je vais là-bas sûr, depuis que je suis enfant. C'est le cœur meurtri que je vois des images de cette région-là, de cette manière-là. C'est terrible, mais il faut gagner espoir. Et je pense que l'engagement, voilà, auprès de... En tout cas, pour moi, auprès des Guerrières de la Paix, ça a été Et justement, quand tu vois... quand tu es avec les Guerrières de la Paix, par exemple, une musulmane, une juive qui viennent du coup à ce dialogue-là, qu'est-ce qu'il en ressort de ces 2 femmes-là? Qu'est-ce que toi tu vois? Il ressort que de la paix, que de l'espoir, que de l'amour, que de la création. En fait, créer un monde nouveau pour ces 2 peuples qui vivent, c'est même pas qu'ils vivent côte à côte, hein, c'est qu'ils vivent comme ça en fait. Ils vivent genre, Jérusalem c'est une ville, ce qui est énorme
là-bas, c'est que c'est pas genre des communautés qui vivent dans un quartier et dans un autre qui sont voisins. C'est des communautés, ils vivent comme ça. Tu vois, ils vivent genre joue contre joue. C'est très fou à voir. Nous, on connaît pas ça ici. Ouais, bien Parce sûr. que la France, c'est un pays qui est, à part dans certaines régions, villes, c'est quand même un lieu de melting pot, de Oui, diversité. on voit surtout qu'au-delà des gouvernements qui sont en réalité le problème de ces conflits-là, l'entente, encore une fois, d'humain à humain est possible. Mais bien sûr, Ouais. mais tout à fait. Et ouais, je crois que les femmes ont un rôle à jouer dans la résolution de ces conflits-là. Trop Donc engageons-nous tout ensemble Mm. d'une même voix, mais de la voix de la paix, quoi. Mm. De la voix Et de puis la... je pense que toi, en tant que femme juive et en plus qui a de la lumière sur elle, etc., et qui peut justement mettre le projecteur sur ce genre de thématique-là, tu es actrice. Ouais. Et on parlait tout à l'heure d'action dans la paix de soi ou dans la paix des autres et dans la paix du monde. Je pense que ça, tu le fais bien dans ton discours. Enfin, du moins, moi, c'est ce que je ressens en tant qu'oreille à tes côtés aujourd'hui. Je sens une Julia qui est apaisée face à ces questions-là et claire, tu vois. Je sens pas de faille par rapport à ça, tu vois. Ouais, Mais je sens oui. juste de la paix, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et ça me fait plaisir. Après, encore une fois, j'habite à Paris, je suis à des milliers de kilomètres sûr, de cet carrément, endroit-là. bien sûr. Les gens vraiment à interroger sur le sujet, c'est les gens qui vivent là-bas, c'est les Palestiniennes, les Israéliennes. Je crois que le point de vue des femmes est très important. Je crois que c'est eux qu'il faut aller interroger sur ça. Maintenant, il y a une implémentation du conflit ici dans nos sociétés occidentales, notamment en France et tout. Il y a eu des choses qui ont été dites encore une fois par des politiques qui n'ont mis que de l'huile sur le feu. C'est compliqué de vivre en fait entre les deux, de vivre en France et d'assister à le déploiement de la haine et que certains, oui, dans les deux je sens, trouve, dans les deux sens, ouais. que certains garants de la démocratie n'ont pas réussi, je trouve, à tellement protéger. À apaiser, ouais, Ouais, carrément. je trouve suis d'accord. que il y a eu des choses qui ont été laissées passer, des phrases, des émergences de femmes politiques qui n'auraient pas dû arriver. Et ça, j'en veux un peu au gouvernement quand même d'avoir laissé des choses comme ça passer. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est bien de le dire, je suis Ouais, d'accord. bah oui, je bien suis sûr. d'accord. Moi, j'ai avant tout fait ce podcast pour m'approcher au plus de la vulnérabilité des gens, parce que je crois que c'est en se montrant vulnérable comme ça sur qui on est, ce qu'on fait, les sujets qui nous animent parfois, qu'on fait avancer le monde en réalité. Parce que la personne qui va regarder ça, cet épisode et les autres épisodes, à un moment donné, elles vont connecter avec ton histoire, elles vont connecter avec qui tu es. Et c'est ce qui se passe aussi, nous, en tant qu'auditeurs, face à tes podcasts. Tu vois, moi, j'écoute Amel Bent, j'écoute d'autres podcasts que tu fais, et à un moment, je connecte. Même si on n'a pas les mêmes histoires, je me dis, putain, elle a traversé un truc, moi aussi, je vais pouvoir le traverser, ça va bien se passer, ça m'inspire. Ça crée des conversations en moi ensuite. Mais je sais que du coup, derrière les caméras, derrière les écrans, derrière les écouteurs, il y a toujours des gens qui sont en galère, émotionnellement surtout. Bien sûr. Et moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement chez les gens. Un peu ce no man's land où tu vas pas bien, t'as pas le support autour de toi, parce que tout à l'heure on parlait de notre entourage, de nos amis, etc., qui, toi, te font du bien dans ces moments-là, qui sont des réels béquilles pour toi. Mais il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas et qui du coup se tournent vers ce genre de plateforme, la tienne, la mienne, les autres, et qui vont venir chercher des réponses à travers ça. La dernière question de ce podcast, c'est toujours la même. C'est la personne qui galère émotionnellement derrière, aujourd'hui. Si tu as un conseil à lui donner, c'est quoi? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire parfois qu'il faut se laisser traverser par les moments de déprime, les moments où tu es fatigué, les moments où tu n'es pas bien. Franchement, en fait, résister, c'est pas un bon truc, je trouve. Résister aux sentiments qui te traversent, je suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Moi, parfois, je me laisse totalement aller. C'est-à-dire, en fait, je me dis, tu sais quoi, ça va pas être une bonne semaine. On y va. Laisse-toi. Ouais, c'est clair. Ce sera pas une bonne semaine et puis c'est pas grave. Tu sais quoi, trouve-toi une bonne série, trouve-toi un truc qui va te faire passer ton temps et en fait ne résiste pas tellement. Après, sur les périodes plus longues de grosses dépressions, de moments qui commencent à s'étendre en fait, où t'es pas bien, etc. Je pense que c'est ce que je disais au début du podcast. En fait, il faut tester des choses et agir. Si tu mets en place une nouvelle forme de routine, tu vas genre
faire du sport, ce que tu faisais pas avant. Tu vas genre sortir de ta zone de confort, aller voir cette personne qui te réclame un café depuis longtemps mais qu'en fait tu vois pas parce que ça te saoule. Vas-y, va rencontrer les gens, va les voir, va parler. En fait, les rencontres humaines, tu ne vas jamais perdre ton temps avec un humain. Jamais. Alors, il y a des gens qui sont un peu trop longs, mais c'est pas grave, tu peux écourter le rendez-vous. Tu vois. Mais je veux dire, quand quelqu'un veut, enfin, va à la rencontre des gens. Je crois que vraiment, et puis surtout, voilà, être dans l'action, mettre en place des nouvelles choses dans ta vie qui te permettent de faire des pas de côté et de voir les choses différemment. Moi, c'est ça qui m'anime. Et en fait, quand je suis pas bien, quand je suis dans une mauvaise routine, un mauvais truc, j'essaie de mettre en place quelque chose de nouveau dans ma vie qui va me faire avoir un nouveau point de vue. Ouais, un nouveau regard sur la situation. Et comme tu dis, c'est parfois une conversation avec quelqu'un que tu n'as pas revu depuis longtemps, un inconnu parfois, voir quelque chose de différent, sortir ailleurs, sortir justement de ce truc un peu sticky qui parfois peut être la déprime, tu vois. Exactement. Et ça fait du bien, c'est très très précieux ce que tu viens de dire. Et si vous voulez vous lancer dans un truc, faites-le, n'attendez pas que ce soit parfait. C'est très important. Sinon, vous n'allez jamais commencer à le faire. Faites les choses, même si c'est pas ouf, c'est pas grave, faites-le. Vous ferez mieux la prochaine fois, et la prochaine fois, et la prochaine fois. Et c'est comme ça qu'on bâtit des grandes choses. Grave. Pierre Ninet l'a dit et toi tu l'as reconfirmé aujourd'hui, donc je suis trop Exactement. content de ça. Tout à fait. Merci Julia de t'être portée à l'exercice Merci d'être à toi, interviewée Franchement, aujourd'hui c'était avec trop moi. bien. Tu poses des super Je questions, suis trop content. des Ouais, super good vibes et tout, c'est cool, le climat est génial. trop cool. Ben, on va Voilà. continuer cette aventure alors. Et venez visiter la place des Vosges. Yes. Bisous. À très vite, je te Salut. fais un câlin. Grave. Merci.